Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en salle d'instruction tout simplement parce que je vais aborder le sujet de l'instruction en famille. Donc vous avez été plein à me poser des questions sur l'instruction en famille, etc. Donc sur Instagram. J'en ai noté pas mal. Je pourrais pas répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, mais il y en avait quand même beaucoup qui revenaient. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de ça, de répondre à vos questions, d'essayer de vous expliquer un petit peu comment ça marche, comment nous on le pratique surtout, et puis voilà. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée de comment ça se passe. Donc la première question, c'était combien avez-vous d'enfants en instruction en famille et quel niveau suivent-ils? Alors, on a 3 enfants en instruction en famille, notre aîné qui a 7 ans, notre second qui a 5 ans et notre troisième qui a 4 ans, qui vient d'avoir 4 ans. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'en instruction en famille, on n'est pas soumis au programme scolaire, on n'est pas non plus soumis au fait de suivre la classe qui correspond à l'âge de l'enfant. Voilà, donc nous, nos loulous sont... Alors moi, je marche par cycle. Donc notre aîné et on suit le cycle 4, niveau cycle 4, donc début de cycle 4, sachant que le cycle 4, ça correspond à la 6e, 5e, 4e, 3e. Donc on est au tout début du cycle 4, puisque là, à son inspection académique, ils ont validé le cycle 3. Notre second, pareil, ils lui ont validé le cycle 3 à son inspection académique. Moi, mon avis, c'est qu'il n'a pas encore le niveau de fin de cycle 3. Donc on va refaire vraiment le cycle 3 cette année. Donc le cycle 3, ça correspond à CM1, CM2, 6e. Donc on va revalider ces acquis-là. Et notre troisième loulou, il commence le cycle 2. Donc voilà, cycle 2 égale CP, CE1, CE2. Alors ensuite, la deuxième question, c'était combien de temps consacres-tu à la préparation en amont? Ça, c'est très variable. Honnêtement, j'ai jamais compté, jamais calculé. Ce qui est important à savoir dans notre cas, c'est que les enfants ne suivent pas de cours par correspondance ou n'ont pas de support autre. Quand on fait l'instruction en famille, on peut tout à fait choisir de prendre des cours par correspondance comme le CNED par exemple. Je cite le CNED parce que je pense que c'est les plus connus, mais il en existe plein d'autres, donc qui allègent grandement le temps de préparation, évidemment, puisque tout est fait, tous les supports sont créés par niveau, etc. Nous, on a fait le choix de ne pas, que les enfants ne suivent pas ni de cours par correspondance, ni de cours d'école en ligne. Il existe aussi des écoles en ligne qui font des cours en ligne, en fait, comme une école classique, mais en ligne. Mais par contre, il faut quand même une autorisation d'instruction en famille. Et nous, on a fait le choix de ne pas les inscrire dans ce mode d'instruction. Mais du coup, ça sous-entend en fait que effectivement, il faut faire les supports, faire les recherches, etc. Je dirais sur la semaine, ça me prend une quinzaine d'heures. Généralement, je prépare plutôt en fin de semaine. Pour le début de semaine, je prépare pas au jour le jour. Mais voilà, si je dois donner un chiffre, je dirais une quinzaine d'heures à peu près. Sachant que, on va y revenir après dans l'organisation, parce qu'il y a eu beaucoup de questions d'organisation, mais il y a quand même pas mal de choses qui font ensemble. Il y a aussi des choses que notre dernier, j'ai déjà créé pour notre troisième loulou en instruction, que j'ai déjà créé pour les plus grands. Donc en fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est clairement le cycle 4, donc collège pour nos aînés. Tout simplement parce que c'est d'une part des matières qui sont plus poussées, il y a plus de matières, c'est plus poussé, et puis c'est nouveau, voilà. Donc voilà un petit peu pour le chiffrage. Ensuite, l'autre question, comment gères-tu la différence de niveau? Consacres-tu un temps privilégié pour chacun chaque jour? Donc comme je vous le disais, pour nos inspecteurs, ils ont validé les cycles 3 pour nos 2 aînés. Voilà, et du coup, il y a beaucoup de choses qu'ils font ensemble. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que eux deux font ensemble, qu'ils partagent. Après, j'adapte parce que pour moi, ils n'ont pas le même niveau. J'adapte en fait, que ce soit par exemple si on prend les dictées, notre aînée va faire plus long que notre deuxième. Elle est beaucoup plus à l'aise sur l'écrit en général, donc du coup je vais adapter tout ce qui est écrit. Si je demande d'écrire par exemple une page à notre aîné, notre second va écrire une demi-page sur par exemple le même sujet, mais par contre ils vont pas devoir faire la même production. Par contre les lectures elles sont similaires.
Donc voilà, les lectures sont similaires parce que notre deuxième lit extrêmement bien, il a un excellent niveau de compréhension, donc c'est même lui parfois qui va être en soutien de sa sœur et expliquer le vocabulaire, etc. Donc tout ce qui est lecture et sciences, pour le coup, on va être vraiment sur les mêmes choses. On va faire les mêmes ateliers et voilà, parfois quand on fait des ateliers, c'est notre grande qui restitue à l'écrit parce que notre plus jeune a plus de mal. Mais généralement pour les deux aînés, je pars de la même base que j'adapte en fait en fonction de la fatigue, notamment de notre plus jeune, de sa fatigabilité pour l'écrit, de sa fatigue en général, etc. Donc ça généralement on fait comme ça. J'arrive à avoir un temps privilégié pour chacun. Donc pour les grands en fait où je repasse ou soit on découvre un nouveau chapitre, soit généralement donc quand on découvre un nouveau chapitre ils sont généralement tous les deux. Par contre je reprends individuellement avec eux les choses qui leur posent problème. Voilà, ils n'ont pas du tout les mêmes forces et faiblesses et du coup j'essaie de reprendre avec eux quotidiennement les choses qui peuvent leur poser problème. Et quant à notre plus jeune, on a toujours un temps, bien sûr, moi j'ai toujours un temps, c'est lui à qui je consacre le plus de temps individuel. Donc je vais avoir du temps avec lui, notamment de lecture. Je prends le temps de lire avec lui 2-3 fois par jour. Et puis voilà, tout ce qui est dénombrement, calcul, etc. Après au niveau de l'organisation, il y a aussi beaucoup de binômes, c'est-à-dire que quand je vais m'occuper d'un des deux grands, individuellement, l'autre va accompagner le plus jeune en instruction pour dénombrer, pour faire un jeu, pour faire un atelier, pour l'aider sur un puzzle, pour lui faire une dictée comme ce matin. Voilà, on essaye moi quand je suis en fait en binôme avec un enfant, que les autres soient en binôme aussi. Voilà comment ça marche en gros. Et du coup, ça me permet de suivre avec l'autre question qui est comment occupes-tu les plus jeunes pendant le temps d'instruction ? Alors, en fait, il y a plusieurs stades du plus jeune. Tout bébé, c'est pas trop un souci. Voilà, moi j'ai jamais eu de problème avec les tout petits parce que les tout petits dorment beaucoup. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je fais l'instruction pendant que le tout petit, le bébé, est soit en portage, soit au sein, globalement, ou soit en train de dormir dans un couffin à côté de nous. Donc ça, je trouve que c'est un âge assez facile. Franchement, jusqu'à 6-9 mois, ils dorment beaucoup, voire 1 an. Je trouve que c'est vraiment un stage de développement très facile parce qu'ils dorment beaucoup. Après, c'est le deuxième stade où avec notre dernier, par exemple, ça a été un peu plus sport parce que entre 9 et 12 mois, 15 mois, nous en tout cas, ça a été toujours ce laps de temps, ils font plus la sieste le matin. Nous, c'est vraiment principalement le matin qui est consacré à l'instruction. Ils font plus la sieste le matin, et en plus de ça, ils ont besoin d'être occupés, quoi. En fait, ils bougent, etc. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, nous, du développement du dernier enfant, c'est que, en fait, on réduit le temps d'instruction du matin. Au lieu de faire 2 heures, 2h30, 3 heures, on fait 1 heure, 1h30. Ou dans ce cas-là, le dernier joue avec nous. Donc, je prévois toujours, bien sûr, des activités adaptées à l'âge. Fait des ateliers en parallèle et moi ce que je fais c'est que je reprends les plus grands l'après-midi pendant la sieste du plus jeune, voilà un petit peu, généralement c'est ça, et puis après plus ils grandissent, plus ils sont capables d'être sur leurs activités, donc je prépare toujours des activités qui sont adaptées bien sûr au développement de l'enfant, de son âge, de ses envies. Et puis en fait ils font des activités, même si on peut pas parler d'instruction parce que c'est pas de l'instruction avant trop. Mais du coup en fait les plus jeunes font partie en fait, l'instruction en famille c'est aussi la vie de famille et s'adapter en fait à la vie de famille qui grandit tout simplement. Donc moi dans instruction en famille j'aime bien en fait c'est la famille au centre, donc on s'adapte. Voilà, on s'adapte à chacun, on s'adapte à son rythme, on s'adapte au développement, on s'adapte aussi quand on est fatigué, quand il y a un enfant qui a pas assez dormi la nuit, il va faire une plus grosse sieste. Quand c'est moi qui suis fatiguée, on fait des choses qui sont plus simples, qui me demandent moins de préparation, ou alors on sort, on va se balader, voilà. L'instruction en famille, c'est en famille, et donc du coup l'objectif c'est de s'adapter à chacun tout simplement et à la vie qui bouge, qui évolue, aux enfants qui grandissent, aux étapes de développement de chacun, etc. Voilà. Alors, doit-on suivre un programme obligatoire ? Du coup, j'ai répondu à la question. La réponse, c'est non. En revanche,
Donc en fait, on n'est pas soumis à un programme obligatoire, on n'est pas soumis non plus à suivre une classe en particulier, comme je vous le disais tout à l'heure, ou à un âge, telle classe. En revanche, on est soumis à ce qu'on appelle le socle de compétences. Donc voilà, le socle de compétences, c'est les compétences qui doivent être acquises par l'enfant à ses 16 ans. Donc 16 ans, c'est l'âge de fin d'instruction obligatoire en France aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'instruction en France, elle est obligatoire entre 3 et 16 ans, enfin entre l'année des 3 ans et les 16 ans de l'enfant. Donc le socle commun de compétences, c'est tout simplement les compétences que doivent avoir acquis l'enfant à ses 16 ans. Voilà, dans les faits, les inspecteurs d'académie, comment dire, ils jugent aussi par cycle. Donc comme je vous disais tout à l'heure, cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, il y a des objectifs, des attentes en fin de cycle. Et donc généralement les enfants sont évalués dessus aussi. Donc en gros, pour faire clair, le socle des compétences est découpé, saucissonné en objectifs de fin de cycle. Et en fait, les enfants ça donne une idée. En fait, l'idée c'est que les inspecteurs, en fait, ça donne une idée de l'évolution pour arriver à 16 ans à tel endroit. Voilà par où il faut passer les étapes. Et donc les enfants sont, j'aime pas trop dire évalués, mais dans les faits c'est un peu ça, sur les acquis qu'ils doivent avoir en fin de cycle de chaque cycle. Alors ça, c'est une question qui m'a fait un peu sourire parce que du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de méconnaissances et de mécompréhensions sur l'instruction en famille. Il n'y a pas du tout de jugement quand je dis ça parce que évidemment que moi, avant de pratiquer l'instruction en famille, je n'y connaissais pas grand-chose, donc il n'y a pas du tout de jugement, mais du coup, ça m'a fait réaliser qu'on était très loin, en fait, que c'était très méconnu. Avez-vous une aide financière? Êtes-vous rémunéré pour instruire vos enfants? La réponse est bien sûr non, ni l'un ni l'autre. Donc non, on n'est absolument pas rémunéré pour instruire nos enfants. On n'est pas non plus dédommagé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à, par exemple, l'allocation de rentrée scolaire, etc., quelles que soient les ressources de la famille. Alors, quelques exceptions, je crois, les familles qui font appel au CNED réglementé peuvent avoir accès, ou certains cours par correspondance peuvent avoir accès à l'allocation de rentrée scolaire, mais c'est sporadique, sinon non, il n'y a pas de rémunération et pas d'aide financière, voilà, ni de compensation, ni rien du tout, hein. Donc on touche 0 € pour instruire nos enfants. Faut-il suivre une formation? Alors, il n'y a pas de formation particulière pour pratiquer l'instruction en famille. En revanche, si vous voulez faire une demande pour instruire vos enfants en famille et que vous voulez faire une demande pour motif 4, qui est le motif situation propre à l'enfant, il faut au minimum le baccalauréat. Je reviens 2 secondes là-dessus parce que ça peut être un peu obscur si vous ne connaissez pas la législation qui entoure l'instruction en famille. Pour faire clair, il y a 3-4 ans en arrière, pour instruire ses enfants en famille, en fait, il fallait simplement déclarer l'enfant instruit en famille, c'est-à-dire vous écriviez à votre académie, à votre mairie, et vous disiez bonjour, l'enfant un tel est instruit en famille pour l'année scolaire telle année. Il y a 3 ans, 4 ans, il y a une nouvelle loi qui est passée et qui fait passer l'instruction famille d'un régime déclaratif à un régime d'autorisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez instruire votre enfant en famille, il faut demander l'autorisation. Alors, je dis il faut demander, en vrai, c'est pour être dans les clous. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais pour être dans les clous légalement, il faut demander l'autorisation au rectorat, en fait, de pouvoir instruire votre enfant. Et pour demander l'autorisation, il y a 4 motifs pour lesquels on peut demander l'autorisation d'instruire un enfant en famille. Donc, en gros, il y a 4 motifs. Le premier, c'est pour santé ou handicap, motif de santé ou handicap de l'enfant. Vous avez aussi le motif de sport ou activité artistique à haut niveau qui empêcherait une scolarisation. Le 3e motif, c'est le motif d'itinérance de la famille. Et le 4e motif, c'est celui dont je vous parlais juste avant, le motif situation, qui s'appelle situation propre à l'enfant. Donc en fait, il faut démontrer, tout simplement, monter un dossier et montrer pourquoi en fait l'instruction en famille est plus bénéfique à votre enfant, par rapport à la scolarisation. Voilà, tout simplement. Et donc pour ce motif-là, il faut avoir minimum le baccalauréat, mais sinon il n'y a pas de formation spécifique pour instruire son enfant en famille. Après, vous pouvez être libre de suivre des formations sur, par exemple, des pédagogies type Montessori, Steiner, pédagogie par la nature, etc. Mais il n'y a pas d'obligation. Pouvez-vous faire l'instruction en famille jusqu'au
bac. Il y a eu pas mal de questions là-dessus sur est-ce qu'on peut instruire jusqu'au bac, est-ce qu'on peut passer le bac et le brevet en étant instruit en famille, etc. La réponse est oui, bien sûr, en candidat libre. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui est le plus difficile en instruction en famille? Donc ça, je l'avais répondu sur les réseaux, mais je vais répondre ici. Personnellement, ce que je trouve le plus difficile, donc c'est hyper personnel comme réponse. Je pense que chaque personne qui instruit ses enfants en famille aura une réponse différente à cette question, mais en tout cas pour moi, le plus difficile, c'est pas vraiment l'instruction en famille, parce que je pense que quand on choisit d'instruire ses enfants, on le fait par passion, vocation, amour, voilà. Par contre, après, ce qui est plus compliqué, c'est tout le reste. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on instruit nos enfants que la maison elle tourne tout seul, que les repas ils se font tout seuls, que le ménage se fait tout seul, que les courses se font seuls, on a un taxi pour amener les enfants aux activités, etc. Donc voilà, pour moi, ce qui est le plus compliqué, c'est ça. C'est-à-dire c'est qu'il faut non seulement instruire les enfants, mais faire tout le reste. Voilà, la maison, les courses, les repas, et avoir le fait, il y a aussi la pression financière, clairement, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de familles qui arrivent à vivre avec une rémunération, surtout quand il s'agit comme nous de familles nombreuses, voire très nombreuses. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là de devoir ramener de l'argent au ménage, tout en instruisant ses enfants, tout en assumant une maison qui est pas trop mal. Voilà, donc c'est ça pour moi qui est le plus compliqué, c'est vraiment le double, triple, quadruple casquette. Par contre, l'instruction, personnellement, juste l'instruction, pour moi, c'est vraiment que du bonheur, quoi. Voilà. Considères-tu qu'un diplôme soit nécessaire pour pratiquer l'instruction en famille? Alors ça, c'est mon avis. Comme je vous le disais, il n'y a pas besoin, sauf hors motif 4, de diplôme spécifique pour instruire son enfant en famille. Mon avis à moi, c'est qu'en fait, c'est difficile, c'est hyper arbitraire en fait de demander le bac, par exemple, parce que le diplôme n'est pas garant de tout. Nous, dans notre entourage, on a des familles qui ont justement pas pu demander l'autorisation parce que personne n'avait le bac. Pour autant, c'est des personnes qui sont hyper cultivées, hyper curieuses. Voilà. Pour moi, c'est ça l'important en fait quand on instruit ses enfants, c'est d'être à la fois, d'être très curieux en fait. Voilà, parce que les connaissances, les compétences, elles s'acquièrent. Moi, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Nous, on n'est pas du tout dans cette considération. Dans cette considération-là, on a bac plus 8 tous les deux, donc voilà, on n'est pas du tout dans cette considération-là. Pour autant, je considère que le principal vraiment en instruction en famille, c'est la curiosité, le fait d'avoir envie de découvrir, d'apprendre et de transmettre à ses enfants, tout simplement. Après, il y a aussi une question de niveau. Est-ce que il est obligatoire d'avoir un diplôme pour instruire un enfant de 3 ans? Voilà. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement de parler le français, de maîtriser le français à l'écrit, à l'oral, parce que l'instruction doit être faite en langue française principalement. Donc il faut un instructeur, au moins un instructeur qui soit fluent dans cette langue et qui soit capable de la transmettre à l'enfant. Après, il y a énormément de compétences qui s'acquièrent en cherchant, voilà. Après, par contre, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette envie de chercher. Enfin voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, surtout quand on arrive sur des niveaux comme les nôtres au collège, etc. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il faut creuser, il faut rebondir, voilà. Et ça, il faut avoir envie de le faire. Mais après, ça dépend aussi du niveau de l'enfant. Voilà, c'est un enfant qui a un niveau de petite section, on peut tout à fait l'inclure dans toutes les activités du quotidien. Et c'est largement suffisant en fait. Donc voilà, je dirais que ça dépend, ça dépend en fait du niveau de l'enfant, de son âge et puis de sa, comment dire, de son rapport à l'apprentissage, à la curiosité, etc. quoi. J'ai des craintes sur la sociabilisation. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Comment trouver d'autres familles en instruction en famille? Alors la sociabilisation, j'étais étonnée d'ailleurs que ça ne revienne pas plus souvent, parce que c'est la question généralement qui est posée quand on instruit ses enfants en famille. Est-ce qu'ils voient d'autres enfants, etc. C'est vraiment une question que quand on est dedans, on trouve ça bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui se posent.
Alors oui, bien sûr, qu'il voit d'autres enfants. Alors bien sûr qu'il voit d'autres enfants, il voit d'autres adultes aussi, il participe à plein de choses. Et il voit pas que d'autres familles en instruction en famille. Ça c'est important aussi. Souvent on a l'impression que, enfin moi quand on me pose la question, on a l'impression que on n'est que entre familles en instruction en famille. Pas du tout. Nous on a plein de copains dont les enfants sont scolarisés. Déjà il y a la famille, ensuite il y a les voisins, ensuite il y a les ex-camarades de classe avec qui on a gardé contact puisqu'ils ont été scolarisés. Ensuite, il y a toutes les activités extrascolaires, entre guillemets. Donc voilà, le sport, la musique, tout ce qui est le... Enfin voilà, d'autres autres activités qu'ils pratiquent. Donc tout ça, ça fait du lien. Ensuite, en fait, ils sont... Enfin, nous, entre famille, en instruction famille, on participe à des ateliers, à des sorties, etc. Donc pour ça, en fait, il y a beaucoup de groupes Facebook, de groupes WhatsApp, etc. pour rencontrer d'autres familles. Donc là, on fait des ateliers entre nous, on fait des sorties sur des jours, entre guillemets, ou d'école. Donc voilà, plusieurs fois, enfin quasiment tous les jours de la semaine, on a des ateliers ou des sorties avec d'autres familles en instruction famille. Voilà, donc sans compter les activités extrascolaires ou le sport, etc. Et puis après, ils sont dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'ils ne rencontrent pas que des enfants. Enfin bien sûr, on va au parc, on va au skatepark, on va au théâtre, on fait beaucoup de sorties. Et puis aussi ils sont dans la vraie vie avec nous, c'est-à-dire qu'ils se sociabilisent entre guillemets aussi avec des adultes, des professionnels. Enfin moi je les amène quand j'ai des rendez-vous pro, je les amène avec moi chez le notaire, chez l'avocat, voilà, ils vont acheter le pain tout seuls. Enfin c'est des choses comme ça, en fait ils sont dans la vie de tous les jours, comme ils sont tout le temps avec nous. En fait, on peut pas se dire je vais prendre rendez-vous à tel moment chez un tel parce que j'ai pas les enfants. Les enfants, ils sont tout le temps partis, ils font partie de notre ADN, de nous en fait. Donc en fait, tout ce qu'on fait, ils le font avec nous. Donc ils ont aussi ces codes d'être avec des adultes, voilà, avec des adultes, d'avoir ces codes-là aussi, parce qu'ils ont l'habitude d'être dans des cabinets médicaux, de devoir attendre, chez des professionnels, que ce soit professionnels de santé, professionnels du droit, professionnels... enfin voilà, je vous dis, moi je les amène partout, donc commerciaux, quand j'ai besoin, en fait ils sont avec moi. Donc ils ont aussi ces codes-là et on se sociabilise. Enfin, ils ont en fait, j'ai du mal à le dire. Bon bref, ils côtoient autant d'enfants entre guillemets que aussi d'autres personnes de tous les âges. Voilà, ils font des ateliers de poterie avec des personnes qui sont plus âgées. Il y a des enfants, il y a des personnes plus âgées. On a un voisin qui leur apprend plein de choses sur le jardin, il est beaucoup plus âgé. Voilà, il y a vraiment un mix en fait des âges et des relations que je trouve ça très chouette et très riche personnellement et que j'essaie de cultiver. Et la dernière question est comment se déroulent vos journées, quels sont vos rituels? Alors, en fait, nos journées, elles varient beaucoup en fonction de plein de paramètres, comme je vous le disais. Le premier paramètre, c'est l'état de fatigue des uns et des autres. Voilà, s'il y a plus ou moins une grosse sieste, s'il y a un réveil plus ou moins matinal, etc. le matin, voilà, on fait en fonction vraiment de ça, c'est la base. Moi, je veux des enfants qui soient reposés, je trouve que c'est trop important. Donc du coup, voilà, ça c'est la base. On adapte nos journées en fonction de la fatigue des uns et des autres. L'autre chose qu'on adapte, c'est vraiment au rythme des saisons. C'est-à-dire que par exemple, quand il va faire très très chaud en plein été, on va sortir principalement de 8h à 10h, voire de 7h à 10h, on prend le petit déj dehors, et ensuite de 20h à 22h par exemple. Et on va faire le reste de la journée à la maison et du temps d'instruction à la maison. L'hiver, on va sortir par exemple entre 14 et 17. Donc voilà, l'hiver, on sort par exemple entre 14 et 17 pour avoir la lumière naturelle. Les intersaisons comme maintenant, en fait, on sort entre, mettons, 16 et 20 heures. Voilà, donc en fait ça dépend vraiment des saisons. Là à l'heure actuelle ce qui se passe c'est que le matin du coup tout le monde petit déjeune, il se réveille entre 7 et 8 heures. Mais voilà c'est pareil, c'est très variable, ça peut être 6h30, ça peut être 8h30, 9h. Mais mettons entre 7 et 8. Tout le monde vient déjeuner, débarrasse la table, vient va ranger sa chambre, faire son lit, etc. Pendant que moi je m'occupe de tout ce qui est rangement du salon, étendage de machines, etc. Pendant ce temps-là, ils font leur première session d'instruments de la journée. Donc généralement, il y en a 2 pour notre petit, 3 pour notre aîné. Et ensuite, on commence l'instruction vers 9h, 9h30. Voilà, ça c'est maintenant, jusqu'à midi, midi et demi.
Ensuite, il y a un petit temps libre. Après le repas, il y a deux solutions. Soit on a quelque chose de prévu l'après-midi, donc ils vont directement à la sieste. Soit on a un atelier, une sortie, etc. avec des copains. Et donc dans ce cas-là, ils vont directement à la sieste pour qu'on puisse pas partir trop tard. Soit il y a un temps libre et ils vont à la sieste ensuite. Notre aîné, donc ils font tous la sieste, y compris notre aîné. Elle fait, avant d'aller par contre se coucher, elle refait une deuxième session d'instruments. Puis il y a sieste, donc elle, généralement, elle dort 1 heure. Les plus jeunes, 2 à 3 heures. Et ensuite, donc avec notre grande, en attendant le réveil des plus jeunes, on fait une deuxième session d'instruction. Et ensuite, ensuite on fait soit l'atelier qui est prévu, soit la sortie en extérieur, soit un truc tous ensemble. Voilà. On rentre assez tard le soir, généralement entre 19 et 20 heures. Parce qu'on n'a pas d'horaire de coucher. Donc voilà, généralement ils mangent vers 20h, 20h15 en ce moment le soir. Et ensuite ils vont se coucher. Voilà, donc ensuite ils vont se coucher. C'est pareil, le coucher c'est variable. Là en ce moment il fait bon, les jours sont plus longs. Donc ils se couchent, on les couche vers 20h30, 20h45. L'hiver c'est plutôt 19h30. Mais après ils lisent beaucoup. Voilà, on a des grands lecteurs, donc ils lisent souvent jusqu'à 22-23 heures. Et ensuite ils dorment. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est encore une fois le rythme de notre journée. Maintenant à l'instant T, on fonctionne comme ça. Voilà, là on va arriver sur l'été, peut-être sur les grandes chaleurs et les beaux jours. Qui sait, donc on verra, on va voir comment ça date, mais généralement ce que j'ai fait l'année dernière, ce qui était très cool, c'était de prendre le petit-déj dehors et de profiter de la fraîcheur jusqu'à 10h, après enchaîner avec l'instruction jusqu'à et la sieste jusqu'à 17-18h, pouvoir ressortir à partir de 18h quand il fait moins chaud. Voilà ce qu'on faisait l'année dernière, je pense qu'on va faire pareil cette année. Et puis voilà, en gros, comment ça se passe. Et encore une fois, ça dépend. Voilà, je réveille pas les enfants le matin, sauf rendez-vous particulier. Et bien sûr que si j'ai rendez-vous chez le notaire à 9h, qu'il faut qu'on parte à 8h30. Tout le monde est dans la voiture à 8h30. Voilà, mais globalement, au quotidien, je réveille pas les enfants, que ce soit le matin ou à la sieste. Comme je vous le disais, l'important c'est qu'ils soient reposés. Donc s'ils dorment, ils ont besoin de dormir et qu'on n'a pas de rendez-vous, et je les laisse dormir. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc j'espère que ça répond un peu à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres en commentaire. Je pense que j'ai fait le tour, franchement, des questions les plus posées. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'espère que c'était clair. Et je vous dis à la semaine prochaine.